Bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 4, l'émission mensuelle sur tout le sport moto. Qui dit compétition dit tour de chauffe et qui dit émission dit sommaire. Dans cette quatrième émission Power Sport News Motul, présentée par le duo David Dumain-Pascal Tomec, la jeunesse est mise en avant avec les différentes filières proposées par la Fédération française de motocyclisme pour devenir un futur grand pilote. 3 portraits de jeunes espoirs dans la moto illustreront ce thème. Justine Penmont, Elio Faral et présent sur le plateau Evan Boxberger et son coach Christian Bale. Pour être complet sur la jeunesse, Caroline Castillo, directrice technique nationale à la FFM, qui gère entre autres le haut niveau de la détection aux équipes de France, sera là. Place ensuite au portrait d'un ancien champion de trial reconverti en cascadeur de légende, Jean-Pierre Gouy, doublure de James Bond, Batman, Jason Bourne, rien que ça. Pour notre rubrique musique, c'est Tom Barreur, dirigeant d'un centre de perfectionnement au pilotage, mais aussi très bon compositeur, qui nous met le feu. Et enfin, Blandine Capelier, notre envoyé spécial, nous propose ce mois-ci de découvrir une manifestation très originale à Biarritz, le Wheels and Wave. avec moi Pascal Tomec, comme chaque mois de Motul. Salut Pascal. Bonjour à tous. Jusqu'ici, personne n'a roulé autant, Non. Personne n'a apporté de preuve qu'il roulait plus que toi, 60 000 km, record à battre. Avec nous sur ce plateau, Caroline Castillo, directrice technique nationale à la Fédération française de motocyclisme. Bonjour Caroline. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui sur le plateau. On va parler de jeunesse, on va parler du rôle de directrice technique nationale, mais avant ça, on va retrouver Blandine, qui est du côté du Pays Basque, près de Biarritz, pour le festival Wheels and Waves. Salut l'équipe, ce mois-ci je suis à Biarritz pour un événement un peu particulier qui mélange à la fois le custom, la compétition et le surf. C'est les Wheels and Waves. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se balader dans le village, découvrir l'ambiance et les exposants. On se retrouve tout à l'heure. Merci Blandine. Pascal, toi tu y étais du côté de Biarritz pour le Wheels and Waves. J'y suis depuis 11 ans maintenant, Wheels. Ouais. Comme quoi ça me tient. Hein. Ouais, tu rates pas une occasion non, aucune. de rouler à moto. Hein. Je roule, oui, en plus, mais pour une fois, cette année, j'y suis allé en voiture. Ah ouais, bon, ok. Ouais, ça fait baisser tes stats. Ouais, c'est... Caroline, le sport moto, évidemment, à la Fédération française, c'est majeur de motocyclisme. Toi, tu es directrice technique nationale DTN, comme on dit dans le jargon. DTN, on connaît ce terme dans le football, par exemple, le DTN. Mais qu'est-ce que ça recouvre comme activité, en particulier dans la moto? Ton rôle, c'est quoi? Donc en fait, DTN, directeur technique national ou directrice technique nationale, il faut savoir qu'il y en a un ou une dans chaque fédération, de l'ensemble des sports qui sont représentés en France. Et nous sommes des cadres d'État du ministère chargé des sports, placés auprès des fédérations pour gérer ce qu'on appelle les missions de service public. Ces 3 axes principaux, le développement, la formation des entraîneurs et le haut niveau de la détection aux équipes de France. Et alors le projet, on en connaît les contours, on en parle depuis quelques émissions avec Pascal, de vos initiatives, de toute la filière détection, mais le projet global, c'est quoi? Le projet global, il est mis en place depuis plusieurs années, il se développe sur l'ensemble des disciplines, c'est accompagner les meilleurs jeunes de leur catégorie d'âge pour les mettre dans les conditions optimales pour aller chercher de la performance, pour construire un parcours de haut niveau. Mais pas à tout prix, c'est-à-dire que vous Non. veillez sur ces jeunes. C'est des jeunes, c'est des mineurs pour la plupart, même si vous aidez des majeurs aussi, des pilotes majeurs. Mais j'imagine qu'il y a toute une attention, c'est un sport à risque, la moto. Bien sûr, le sport de haut niveau est de toute façon un acte d'engagement. Et bien entendu que l'ADTN, les entraîneurs de la filière haut niveau, sont attentifs à la préservation de l'intégrité physique, psychique et morale de nos sportifs. Ouais. Parce qu'à un moment donné, si on veut performer au plus haut niveau, il faut avoir un fin équilibre de tous ces aspects-là. Et on ne peut pas effectivement jouer avec la vie des jeunes, avec la vie des gens en général. On doit être garant du juste milieu entre dépasser ses limites et ne pas franchir la ligne de non-retour. Et toi, ça te parle, Pascal, ça, hein? Alors, ça me parle depuis pas très longtemps, parce que au-delà du joli sourire de Caroline et de sa rigueur, en tant que DTN, l'histoire de ce mot, ça date, tu nous disais, du général de Gaulle. Tout à fait. Donc, en fait, c'est la genèse des cadres d'État
du ministère chargé des Sports, c'est 1960, les Jeux de Rome, 0 médaille aux Jeux Olympiques. Le général de Gaulle dit « Décidément, je dois m'occuper de tout dans ce pays. Je vais mettre en place des cadres d'État que je vais placer auprès des fédérations pour gérer les missions de service public et en particulier le sport de haut niveau pour aller rechercher des médailles aux Jeux Olympiques. » La fédération gère plus de 100 000 licenciés. Sur ces 100 000 licenciés, une répartition de toutes disciplines confondues, le cross, le trail, l'enduro, d'où la rigueur d'un DTN qui doit obligatoirement à un moment savoir faire les différences. Le sport a beaucoup changé ces dernières années. On s'aperçoit pas seulement qu'on n'aura pas une grande relève dans les années à venir, et depuis quelques années. Au-delà de ça, il fallait trouver un moyen d'organiser tout ça. Et pour organiser tout ça, il n'y a pas que le sponsoring. On ne peut pas être que des sponsors, on ne peut pas sponsoriser absolument tout le monde. Donc à un moment, il faut effectivement redonner du cadre à tout ça. Avant, c'était naturel. Les pilotes étaient naturellement les meilleurs de France. Alors rappelons-nous Christian Saron, ou rappelons-nous encore Patrick Ponce. C'était des générations où il y en avait un, il durait très longtemps, mais dans des conditions qui étaient très particulières. Aujourd'hui, le monde du sport motocycliste et le monde du sport en règle générale a beaucoup changé. Donc on est obligé d'organiser tout ça. Et on ne peut pas passer notre temps à se plaindre, de se dire « Ah ben après Fabio, après Johan, il n'y a plus rien ». Pour qu'il n'y ait justement pas cette phrase « il n'y a plus rien », eh bien, il faut organiser tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que doit faire un jeune? Qu'est-ce qu'il doit suivre comme parcours? Comment vous l'accompagnez, vous? Alors déjà, notre premier rôle d'accompagnement, il est de transmettre un message clair sur, comme tu le dis, quelle est la trajectoire pour aller viser le haut niveau. C'est-à-dire dans quel circuit de compétition je m'inscris si mon rêve, c'est d'aller en MXGP, en MotoGP, en Trial GP. Est-ce qu'il peut le rejoindre aussi à un moment donné? Est-ce qu'il y a une voie ou est-ce que cette voie, elle peut être rejointe en cours de route par les pilotes? On n'a pas le savoir absolu. Ce qui est certain, c'est qu'avec les entraîneurs, on définit la voie par laquelle il est le plus évident que la trajectoire peut se faire. Maintenant, des exceptions, la voie royale. Il y en aura. Voilà. Exactement, la voie royale. Des exceptions, par contre, il y en aura tout le temps. Il y aura toujours des jeunes qui arriveront en travers, qui rejoindront ce cursus plus tard que les autres, par un autre moyen que les autres. Ça s'appelle des exceptions. Après, c'est ce qu'on dit, c'est que d'une exception, on ne fait pas une règle. Nous, notre rôle, c'est d'établir une règle, la voie générale pour que les enfants, les familles, les parents, et y compris les parents qui sont extérieurs à la moto, puissent avoir une vision claire de si je veux accompagner mon fils dans un chemin de la performance, quelle voie, sur quelle route je peux aller sans trop me tromper et sans dépenser mon argent non plus pour rien. Là, en tout terrain, c'est vrai que ça fait un moment que la France est extrêmement performante, Supermotard aussi, et en vitesse, vous êtes en train de le construire, ça, avec l'ouverture des circuits de karting notamment, et les filières en vitesse. Les filières, ça commence à porter ses fruits, tout ce travail. On va recevoir tout à l'heure le jeune Evan Boxberger qui vient avec son coach, un certain Christian Bell, qu'on connaît tous. Est-ce que auprès des jeunes comme ça, il y a des jeunes qui font partie de l'équipe de France, il y en a qui sont à côté, mais vous les aidez quand même? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on a développé en vitesse, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur le tout-terrain depuis plusieurs années. C'est-à-dire, déjà, la structuration des championnats. Avoir des championnats régionaux, nationaux, qui sont orientés vers les jeunes. Le public jeune en priorité, pas les adultes et puis quand on a le temps les jeunes, les jeunes. C'est déjà comme ça qu'on fait la base de la pyramide. Avec les écoles françaises de moto, où avec le nouveau président Sébastien Poirier, on a revalorisé cette labellisation école française de moto pour que ce ne soit pas juste de l'entre-soi pour les gens qui connaissent la moto, parce que papa fait de la moto, tonton fait de la moto, mais que des parents qui soient extérieurs à la moto se disent mon fils, il aime bien les motos, j'aimerais bien qu'il commence, mais où? Vous avez quelque chose à proposer. Voilà, on a un site internet dédié, comme pour l'école de ski française, où les gens vont sur le site internet, ils ne connaissent pas, ils disent qu'ils veulent commencer, peut-être le motocross, dans telle région de France, ils n'ont pas de matériel, ils peuvent cocher qu'ils veulent du matériel mis à disposition, et ça va centrer dans leur secteur géographique où est-ce qu'ils peuvent aller pratiquer. Ah oui, vous pouvez les orienter. Tout à fait. Il y a un circuit près de chez toi, tu pourrais faire de la vitesse. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la base de la pyramide. Les enfants commencent les championnats et c'est là où la filière, entre guillemets, commence son travail, c'est-à-dire les entraîneurs de la filière qui vont sur les championnats
pour observer les jeunes. Merci Caroline. Pascal, toi, la moto, tu l'as commencé à quel âge? Bon, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans. Mais ma moto à moi, c'était un vélo avec une pince à linge et un bout de carton qui faisait le bruit de la moto. Oui, oui, voilà. Donc c'était cette partie-là. Mais j'ai des compétition. enfants et des petits-enfants. Ta sensibilisation à la compétition? J'avais 14 ans. Ouais. Et tu aurais aimé intégrer une filière comme ça? Mais complètement. Ouais. Aujourd'hui, un gamin, il peut regarder les MotoGP sur son téléphone. On a 300 000 personnes qui se déplacent au MotoGP. Vous allez au Motocross des Nations à Ernée l'année dernière. Vous êtes sur les fesses, pour ne pas dire sur le cul. Quand vous regardez ce public, cet engagement avec le drapeau français, chanter la Marseillaise, je ne dis pas qu'il n'y a pas que le foot. Il y a également le football qui touche une majorité de jeunes. C'est beaucoup plus facile. Mais quand vous êtes à Ernée et vous entendez la Marseillaise se déplacer dans cette foule, les drapeaux s'animer, ça lève les poils, ça met la chair de poule, ça met de l'émotion et vous vous dites, on est une belle nation du sport mécanique. Ouais, et puis on se dit que dans cette foule, il y a des mômes qui rêvent. Sûr, il y a des mômes qui rêvent. Forcément, il y a des clients. Tout à fait. Voilà. Et bien nous, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir une jeune, parce qu'on va parler de pratique féminine aussi après, une jeune pilote qui vit sur les hauteurs de Nice, Justine Pédemonte. On avait fait la découverte de cette jeune Justine avec toi, Pascal. On regarde tout de suite le reportage. Bon, ça y est, rentré à la maison. Ouf. Demain, école. Hein. Tu y vas demain? Ouais, j'ai dit. T'as tout prêt, les devoirs, c'est tout, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai tout prévu déjà. Bon, il faut que tu prépares tes affaires. Hein. Alors, du coup, j'ai commencé la moto à l'âge de 9 ans. Donc avant ça, je faisais pas du tout de moto, je faisais de la danse, rien à voir. Et je voulais pas toucher à une moto, je savais même pas faire de vélo. Et c'est juste une fois, je suis allée voir mon papa faire une course de côte. Et le soir, j'ai vu Marc Marquez et Johan Zarco à la télé. Et j'ai dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Donc le dimanche d'après, j'étais sur une Piwi 50. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc là, je vous présente ma chambre, ma petite caserne où je suis la plupart du temps quand je suis chez moi. Donc on commence directement avec notre ami Marc Marquez, avec ici quelques photos d'avant quand j'étais plus petite. Et là, c'est vraiment ma partie lycéenne de ma chambre, mon bureau pour pouvoir travailler, faire mes devoirs. Cette année, je vais passer le bac de français et l'année prochaine, je passerai le bac. Et le but, c'est quand même de faire quand même des études à côté parce que c'est très important pour moi le sport et j'ai envie que ça devienne mon métier. Mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose à côté pour pouvoir me rassurer et avoir quand même des études à côté. Donc là, on arrive dans la partie préférée de ma chambre, clairement, avec tous mes souvenirs liés à la moto, principalement même une moto. Donc c'est la moto avec laquelle j'ai été championne d'Occitanie 25 Power en 2018, avec même un dessin avec mon papa. Et voilà, les casques. Et ici, on retrouve même le dossard de la Red Bull Rookies Cup des sélections. Et les circuits sur lesquels j'ai fait des victoires ou des podiums. Mon objectif, c'est à mon avis l'objectif de tout pilote, c'est de réussir à devenir professionnel, à vivre de ma passion et que ça devienne mon métier. Et en tout cas, je fais tout mon possible pour y arriver. Du coup, des coupes, il y en a plein dans ma chambre, mais il y en a aussi pas mal sur ma cheminée dans le salon. C'est ma partie préférée du salon. Donc vous pouvez les voir juste ici. On a aussi des casquettes parce que du coup c'est les casquettes de podium de l'année dernière. C'était un petit défi avec mon papa de ramener une casquette de podium. Et là je vous présente mes 4 coupes préférées entre parenthèses avec ma toute première coupe en championnat de France FSBK en 2022, ma 2e place. Ma toute première victoire en championnat de France et la première de plusieurs du coup allée de nom. Avec ensuite ma victoire à Pau-Arnaud et ma victoire à Carole avec des secondes d'avance. C'était vraiment des bons souvenirs pour moi. Et on a ici le plus important, la médaille de mon titre de vice-championne de France FSBK 2023. Pardon. Mais avec qui? Mes parents, je pense qu'ils le vivent quand même plutôt bien parce qu'ils sont quand même toujours là à m'accompagner depuis le plus jeune âge. En fait, c'est beaucoup de temps passé aujourd'hui avec Justine sur les circuits. Donc c'est un peu compliqué d'allier le travail, je suis entrepreneur, et la moto avec Justine. Mais bon, on vit une passion, un rêve, c'est un commun et c'est top. Ma mère qui est aussi vraiment là pour moi et qui m'aide, que ce soit mentalement et même dans la vie de tous les jours et sur les circuits. Et j'ai aussi la chance d'avoir une grande sœur
qui est ostéopathe. Et c'est assez pratique, on va dire. Et elle aussi, elle m'aide énormément, elle me soutient beaucoup. Donc là, je vous présente ma belle de l'année dernière. Donc elle était encore bleue, cette année, elle est rouge. C'est plus pareil, vu que cette année, je suis chez Honda. Mais ça, du coup, c'est ma belle de l'année dernière, ma moto de course avec laquelle j'ai fini, du coup, vice-championne de France en FSBK 300 dans un championnat mixte. Alors l'inquiétude, oui, il y a toujours de l'inquiétude quand on la voit rouler, surtout aujourd'hui qu'elle est passée en 600, ça roule très très vite. Voilà, maintenant je sais qu'elle est capable de faire la part des choses, elle sait ce qu'elle doit faire sur la moto, elle applique et malheureusement le risque zéro n'existe pas, mais dans la vie de tous les jours, le risque zéro n'existe pas. Alors l'objectif de cette saison, c'est d'évoluer, de progresser. C'est sûr que quand on le dit comme ça, c'est pas un objectif qui parle, comme par exemple l'année dernière où mon objectif c'était d'avoir un titre. Mais cette année, du coup, comme j'ai dit, je suis passée dans une catégorie au-dessus et le but c'est de progresser, d'évoluer. J'ai eu un résultat au Mans et on verra à la finale au Castellet le nouveau résultat. Et le but c'est d'avoir vu une progression tout au long de la saison pour faire vraiment une année d'apprentissage et l'année prochaine de pouvoir se battre dans des meilleures positions. Voilà, Justine Pedemonte, donc Nice, c'est un vrai foyer de jeunes talents. On connaît un jeune, un certain Fabio Quartararo, qui évolue au plus haut niveau, comme on le sait. Avant de parler des filles, Caroline, je voudrais retourner du côté de Biarritz avec Blandine. Vous roulez en moto ou en scooter? Depuis 1997, Dogbiker prend soin de vos deux roues thermiques et électriques dans 26 centres en France. Tous nos forfaits entretien incluent 69 points de contrôle. C'est dire si on vous aime. Dogbiker. Bon, David, aux Wheels and Waves, il y a le Wheels pour les deux roues, mais il y a les Waves pour les vagues. Alors, je suis avec Eugenio, qui est fabricant de planches de surf. Eugenio, hello, how are you? Hello, very good. It's the third day on Wheels and Waves today. All the boards that you see here are made of wood, finished with fiberglass and resin. Eugenio, this is something strange for me, but I think it's inside the board. Can you explain me what is it? Well, it's exactly what you say. This is the internal structure of the board. We have a stringer and ribs all along the board to shape the rocker line and the foil. And once we finish to build the board and then to shape the board, we start to glass it with standard fiberglass and resin. Everything is handmade. Yeah, we do everything handmade in a small workshop in Italy. Just 3 people working on this project. Je crois que je suis avec une marque que vous connaissez bien tous les deux, Honda. Honda, je trouve Nicolas. Nicolas, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Ouais, super, merci. Vous accueillir sur le stand Honda. Eh bien, merci. Merci beaucoup. C'est un très beau stand. Il y a beaucoup de motos. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que Honda fait sur les Wheels de cette année? Alors cette année, Honda est présent donc, sur le village Wheels and Waves. Ça fait 5 ans maintenant qu'on participe à cet événement via des préparations de motos. Donc ça fait 5 années, comme je te le disais. Il y a eu plusieurs modèles qui ont été mis en avant de la gamme Honda. Des roadsters, des customs. Et puis cette année, donc les CL500. C'est la 5e édition. Et chaque année, en fait, chaque pays prépare une moto sur un modèle précis. Donc cette année, la CL500. Donc on a 9 pays qui participent à la compétition et au total 16 motos. Ok, bon on va aller voir ça. Merci Nicolas et puis on poursuit notre visite. Merci Blandine. Nous, on va parler des filles en compétition, la filière féminine. Caroline, j'imagine et je sais qu'il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent à la compétition moto. Tout à fait, de plus en plus de féminines. Et dans le cadre de la structuration de nos filières, on intègre bien entendu les meilleures féminines. Ouais. Donc dans notre filière haut niveau, on a la détection et on a les équipes de France Espoir, c'est-à-dire vraiment les meilleurs sportifs de leur catégorie d'âge par rapport à la cylindrée dans les différentes disciplines. D'accord. Et on a des groupes féminins, mais quand il y a des féminines qui sortent un petit peu du lot, on les met avec les groupes d'entraînement masculins parce que dans ces années d'âge à l'adolescence, c'est constructif pour elles. C'est un sport qui est mixte, la moto. C'est particulier parce que c'est les deux. C'est à la fois un sport qui est mixte et il y a aussi des catégories féminines.
Exactement. Et pour nous, en tout cas, c'est la politique que nous menons en direction des féminines. Les féminines qui veulent vraiment construire la performance et dont on ressent le potentiel, on les incite à aller se confronter avec les garçons sur les championnats mixtes et de ne pas rester uniquement sur les championnats féminins pour aller chercher de la concurrence, de l'adversité vis-à-vis de leur homologue masculin. De par le sport à engin, on va dire jusqu'à un certain niveau, la confrontation est tout à fait entendable. Après, passer une certaine cylindrée, ça demande plus de force musculaire, ce qui va être potentiellement une barrière pour les féminines. Là où les féminines ne sont pas en perte de vitesse par rapport aux gars, c'est par rapport à l'endurance. Une nana peut potentiellement avoir le même niveau d'endurance qu'un garçon. Par contre, en force, tenir une moto plus lourde, à un moment donné, il y a une différence. Le physique est un préalable, mais qui n'empêche pas la performance, en fait. Bien entendu, parce qu'il y a quand même, les filles font du physique et ont un physique tout à fait correct pour faire ce qu'elles ont à faire. On a vu Laia Sens au Dakar, on a vu en endurance Lucie Glockner, on a vu physiquement, ça se tient. Hein. Donc, bien sûr. Voilà. Et puis le message fort que Dorna a passé, c'est en créant pour la première année ce championnat du monde féminin de vitesse qui permet d'avoir un coup de projecteur sur la pratique féminine également. C'est passionnant, Caroline. Faudra revenir sur le plateau de Power Sport News parce que cette conversation, on va la continuer. Là, on va s'arrêter là. On va retourner du côté de Biarritz où on va retrouver Blandine avant d'accueillir le jeune Evan Boxberger. Tout à fait. Que tu connais bien. Qui est dans la filière. Qui est dans la filière. Allez, à toi, Blandine. David, je continue ma balade. Et où suis-je? Indian, chez Indian. Incontournable des Wheels and Waves avec Pierre de chez Indian Motorcycle. Bonjour Pierre, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien, merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. Alors Pierre, est-ce que je vais enfin avoir la réponse à ma question? Pourquoi Indian aux Wheels? Pourquoi c'est important? Explique-moi un petit peu. C'est une question déjà un peu historique maintenant parce que ça fait 6 années qu'on est partenaire titre des Wheels and Waves et cet événement nous a aidé aussi au début quand on a relancé la marque Indian à justement correspondre à cette image, toucher une clientèle que peut-être nos concurrents ne touchent pas. Donc c'était pour nous très important de continuer ce partenariat avec les Wheels and Waves. Oh, super. Alors toujours de beaux véhicules. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans la gamme ou dans les gammes? Grosse nouveauté cette année effectivement parce que on renouvelle notre gamme Scout qui était sortie en 2015 qui représente quand même 50% de notre volume de vente. Donc là on commence à livrer chez les concessionnaires nos 5 différents modèles de Scout 1250. J'ai vu juste à côté là, le fameux mur de la mort avec Indian marqué en gros. Ça fait partie des animations que vous proposez là sur le village? Non, tout le monde est mort. C'est pour ça que ça s'appelle mur de la mort en même temps. Non, voilà, effectivement, depuis le début, en fait, on a tracté cette animation. On a toujours pensé que ça pouvait aussi revenir un petit peu à ces arts forains de l'entre-deux-guerres, être intéressant, correspondre aussi encore une fois à cet événement. Moi, j'ai pas le permis. Enfin, j'ai le 125. Si jamais un jour je passe mon permis, tu crois que je pourrais l'acheter? Complètement parce qu'elle est en fait éligible à A2, donc on peut tout à fait l'abriter, voilà, et tu pourras donc la conduire. En plus, c'est une moto qui est très facile à conduire parce que la selle est basse, parce que l'ergonomie est tout à fait adaptée. Voilà. Ok, je vais l'essayer alors. Ok, vas-y. Merci. Tu veux que je te tienne le micro? Non, voilà. Merci, je me barre avec, je suis parti. Hop. Voilà, bon, elle n'a pas de casque. Ce serait mieux avec un casque. Non. Je vais l'arrêter. De retour sur le plateau de Power Sport News, de la jeunesse, de la vitesse, encore avec Evan Boxberger. Salut Evan. Bonjour. Tu es venu nous rejoindre en compagnie de ton coach que l'on connaît bien, Christian Bale. Salut Christian. Bonjour. Pascal, toi, tu connais bien Christian. Tu l'as vu il y a de nombreuses années. Tu m'as dit du côté de Daytona, la première fois. Daytona Beach. C'était en quelle année? En 91. 91, l'année du titre de ton frère. C'est ça. Jean-Michel Bale, que l'on connaît bien dans l'émission. Et toi, Christian, cette année-là, tu arrêtes et tu passes à la vitesse.
Oui, c'est ça. En fait, j'arrête cette année-là et je deviens concessionnaire, en fait. Ouais. Et ça m'a donné des portes ouvertes et j'ai fait un peu d'endurance en vitesse à la suite de ma carrière de motocross. Voilà, un peu comme ton frère, du motocross à la vitesse. De la vitesse, on va en parler avec Evan. Evan, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans et tu sillonnes les circuits européens pour disputer l'European Talent Cup. Donc tu représentes les couleurs françaises en compagnie de combien d'autres Français? Il y a 10 autres Français dans cette catégorie et un autre dans la catégorie d'au-dessus, donc le Junior GP. D'accord, et qu'est-ce que ça a donné depuis le début de l'année? Combien de courses? Quels résultats? Pour l'instant, on a fait 4 courses et j'ai réussi à me qualifier 3 fois sur ces 4 courses. D'accord, et en course, ça donne quoi? Je suis plutôt en fin de paquet, 25e, mais j'apprends chaque course et je prends de l'expérience. Et tu apprends quoi, Christian? Quels sont les axes de progression d'Evan? Disons qu'on s'était fixé comme objectif déjà la qualification, puisque en fait, ils sont une cinquantaine de pilotes sur chaque course. Et en fait, ils en prennent 30 à chaque course. Donc la première chose était la qualification, parce qu'en fait, depuis de nombreuses années, beaucoup de pilotes français vont en ECT, mais ne se qualifient pas à toutes les courses. Donc on a mis tous les objectifs sur la qualification. Aujourd'hui, il a raté sa première qualification d'une place à Misano, la première course. C'était la première. C'était la première, ouais. Puis bon, voilà. Il fallait passer l'événement. Voilà, c'était la première. Ah, tu t'es dit plus jamais. Dernier virage, dernier tour. Dernier virage du dernier tour. Elle a la chaîne. Mon coéquipier. C'est pire. Donc ton coéquipier s'appelle Julius Frelsen, donc lui c'est un Danois. Ouais. Mais sinon, mon coéquipier français c'est Benjamin Caillé, qui est en European Talent Cup depuis l'an dernier. La scolarité, Christian, comment ça se passe? Est-ce que vous gardez un œil sur la scolarité d'Evan? On va en parler. Moi, je m'en occupe pas spécialement, mais je sais qu'Evan travaille très bien. Donc, en fait, il n'a vraiment pas de difficulté à joindre les deux pour le moment. Ouais. Parce que, justement, c'est sa première année européenne. Jusqu'à maintenant, il était uniquement en championnat de France. Donc, aujourd'hui, je pense que ses parents ont conscience qu'en fait, il a besoin d'énormément d'entraînement. Et donc, c'est pour ça qu'il a privilégié pour l'année prochaine le CNED, d'arrêter la scolarité normale. Et pour pouvoir enchaîner de l'entraînement, un meilleur entraînement. Et alors le CNED, tu es au courant que ça demande beaucoup de rigueur d'organisation? C'est ce qu'on a prévu. Donc mon père il va beaucoup m'aider sur ça. Et je vais me donner au maximum parce que je sais qu'on a quand même besoin de l'école malgré le sport. On ne sait pas ce qui peut arriver. D'accord. Tes parents, ils te suivent, ils sont à fond derrière toi? Alors ma mère, elle est professeure des écoles, donc elle peut m'aider. Mes parents, ils sont derrière moi, mais ils savent que je m'investis quand même dans l'école aussi. Donc ils n'ont pas vraiment de crainte. Alors j'ai une petite question, Evan, sur la façon dont la moto, ça t'est venu. Est-ce que tes parents font de la piste? Est-ce que tu as des frères et sœurs qui font de la moto? Comment ça passe? Comment ça t'est venu? Alors dans ma famille, ils font pas particulièrement de la moto. Ils sont assez passionnés, mais ils font pas particulièrement. C'est en regardant avec mon père du MXGP ou même le MotoGP que je lui ai dit je veux faire de la moto. Et c'est là où il m'a dit tu vas d'abord apprendre à faire du vélo. Et j'ai direct essayé le vélo et j'ai réussi en moins d'un jour. Et c'est à partir de là que c'est parti. J'ai commencé d'abord en cross. Et après, vers 9-10 ans, j'ai intégré l'école ZF Grand Prix, fondée par Johan Zarco et Laurent Felon. Et après, j'ai évolué dans les catégories, au début en loisir, et ça devient de plus en plus sérieux. En 2017, j'ai repris une piste de karting avec mon fils. Et en fait, quelques années après, en 2022, on a tout refait. Et en fait, Evan est venu nous voir pour voir s'il pouvait rouler sur cette piste de karting. On a fait connaissance, et puis en fait, j'ai rencontré un jeune qui m'a rappelé mes débuts, en fait, avec des parents voilà, exactement pareils, qui sortaient complètement, qui n'étaient pas du tout du milieu. Et donc, ça m'a plu. Et puis, à partir de ce moment-là, on a tissé des relations. Puis, ça s'est enchaîné. Et puis, voilà, aujourd'hui, je lui donne un petit coup de main pour qu'il puisse y arriver. Avant, il y avait le 50 cm3, il y avait le 125 cm3. Et on avait les jeunes qui étaient vieux déjà, qui faisaient de la catégorie 50 cm3. Ça coûtait des quantités d'argent énormes. Aujourd'hui, pour des moyens relativement plus accessibles, les jeunes peuvent faire davantage
et être présent dans la compétition. Et on faisait rouler des jeunes sur des circuits comme Le Mans, comme le Castellet, comme Magny-Cours, des circuits d'hommes, des circuits d'adultes et des circuits de grands. Aujourd'hui, la dimension que vous avez, vous faites 1m10, quelquefois il n'y a même pas les pieds qui touchent par terre, on vous tient sur la grille, et on vous met sur une piste de karting qui est plus à la dimension de découvrir. Moi, j'ai vu des parents sur une piste de karting, les parents observent la totalité de la piste et voient leur progéniture rouler. Un jeune gamin qui roule à 14 ans sur un circuit comme Le Mans, une fois qu'il a disparu de la ligne droite, on attend longtemps avant qu'il revienne avec des petites motos qui vont pas assez vite. Donc, on a ramené à la dimension de la machine, à la dimension de la taille des pilotes, la dimension des machines, on a remis un petit peu dans les bonnes dimensions tout ça à la course. Evan, le sport, la moto, le fait de faire de la moto, est-ce que tu as pensé au risque que ça comportait ou tu as envisagé un autre sport? Alors il y en a toujours des risques dans la moto. Honnêtement, il y a quelques années en arrière, je me suis blessé plusieurs fois dans cette année-là et je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ou pas? Est-ce que je ferais pas du foot, quoi? Voilà, et en fait la passion elle est passée au-dessus et ça fait que j'ai continué et maintenant, malgré les blessures ou autres, j'essaye, c'est que j'ai grandi et j'arrive à faire outre. Tu l'as intégré, en fait. C'est ça. Ah ouais. On le sait, il y a toujours de la peur, mais il faut l'oublier un peu sur la moto. D'accord. Alors, je vais terminer avec tes objectifs à court terme et à moyen terme. À court terme, pour l'instant, cette année, on a vu que j'arrivais à me qualifier. Je me suis qualifié plusieurs fois. Donc, toujours se qualifier, mais le prochain objectif, c'est marquer un point en course, donc le top 15. Les objectifs petit à petit, quoi. Ils progressent. Et à moyen terme, moi, ce que je veux, c'est atteindre le championnat du monde. Donc Moto 3, Moto 2 et même Moto GP, c'est possible. Alors, j'ai gardé les longs termes pour Christian. Quels objectifs, Christian, tu vas rester avec Evan jusqu'où? Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre les objectifs un à un. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut trop, des fois, brûler les étapes. Et en fait, on se brûle les ailes, comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le premier objectif était la qualification. Evan évolue dans un team très, très enveloppant pour lui et très familial. Et donc, c'est ce qui lui permet de bien progresser aujourd'hui. Il a pas mal de personnes qui sont autour de lui, qui lui apportent beaucoup de choses. Et le côté Manosque aussi, tout après, ce côté Manosque, local. c'est juste quelque chose en plus qui vient là. Et en fait, c'est en fait plein de choses qui se mettent, un alignement des planètes en fait, qui se mettent et qui font qu'on arrive à en faire un champion. Aujourd'hui, il a passé le premier cap en se qualifiant. Il reste 3 courses sur le championnat. Donc maintenant, le cap, ça va être d'aller chercher le premier point. Et on envisagera un top 10 l'année prochaine. On va suivre tes exploits, Evan. Evan Boxberger, à retenir, Pascal. Oui. Et alors, non seulement Evan, mais j'ai posé une question à Christian. À un moment, j'ai demandé à Christian, mais Christian, tu le suis par les résultats sportifs sur ton téléphone ou tu le suis avec le kilomètre de la voiture, le diesel dans le carburant? Et Christian m'a dit non, je vais sur le terrain. Donc, il n'a pas fait ça depuis très longtemps. Donc, il a pris cette décision de sentir que le gamin avait du potentiel. T'es allé sur les 4 courses. Et il va sur les courses. T'es allé sur les courses. Oui, je suis sur toutes les courses. Ouais. Eh bien, on va suivre la progression de Christian et Evan, de votre duo. Merci d'être venu sur le plateau de Power Sport News. Nous, on va se diriger du côté du Lot, où on va retrouver un jeune talent aussi, Elio Faral. Lui, il fait du cross. On regarde ça tout de suite. Nous voici donc avec Elio. Elio, quel âge as-tu? J'ai 10 ans. 10 ans, et tu roules sur cette merveille? Oui. Ouais. C'est ta première moto ou pas? Non, c'est pas ma première. J'ai déjà roulé sur un 50 Piwi, après je suis passé du 50 Piwi au 65 KX. Ouais. Et après j'ai rencontré Nico Ladarnis de l'Atelier 46 et c'est lui qui nous a vendu la moto. Le cross, tu le pratiques depuis quel âge? J'ai commencé cette année, mais j'ai un peu de mal. Et tu as du mal plus face à tes concurrents ou c'est plus l'adaptation à ta moto? C'est l'adaptation à la moto et surtout pour les sauts, j'ai un peu peur. Ah ouais, donc tu fais quoi? Tu prends appui, c'est ça? Tu mets les impulsions? Qui est-ce qui t'apprend? Il n'y a personne encore qui m'a appris, mais je me débrouille tout seul. Donc ça, c'est une moto
que tu utilises pour quel championnat? Pour tous les championnats, pour l'Enduro Kid, France, les courses de prairie et la Ligue Occitanie. La Ligue Occitanie, d'accord. Et ça te fait beaucoup de déplacements à toi et j'imagine à ta famille? Oui, ouais. Beaucoup. Alors j'ai une petite question, est-ce que toi des fois t'en as marre ou est-ce que c'est toi qui pousses tes parents? C'est plutôt moi qui pousse mes parents. C'est toi qui pousses? Oui. Voilà, ça va dans le bon sens alors. C'est Nico et choisit que les gamins qui ont vraiment envie. Oui. Et t'as envie d'aller jusqu'où comme ça? Bah, jusqu'à mon plus vieux âge. Ouais. Jusqu'à être champion du monde. Essayer. Tu sais qu'il faut faire gaffe parce que le plus vieux âge pour pratiquer le tout-terrain, ça peut être très très vieux. Oui. Ouais, ça t'embête pas? Non, pas forcément. Et alors, champion du monde, il y en a quelques-uns quand même en français en cross. Donc, lequel est ton modèle? Mon modèle, c'est plutôt Maxime Renaud qui roule en 4,50 au MXGP. Ouais. Et alors, tes résultats, les derniers résultats, c'est quoi? C'était au Cantal, j'ai fait 3e au Volcan. Et à l'Enduro Kid, j'ai fait 1er. D'accord. À l'Enduro Kid, là, au dernier? Non. Oui. Et donc, tu as un classement national? Oui. T'es combien pour l'instant? Pour l'instant, je suis premier parce qu'on a fait qu'une épreuve et j'ai fini premier. Forcément, si tu as gagné la première épreuve, tu es premier au classement général. Donc, un petit lotois, Elio, qui a 10 ans et qui va essayer de persévérer en Enduro Kid, avec l'atelier 46 où on est et où on se rendra par la suite. Merci Elio, merci. Bien. Alors, les Wheels and Waves, c'est aussi l'occasion de faire du shopping. Moi, j'adore les chaussures. Je viens de m'arrêter devant ce modèle que je trouve fort intéressant et fort surprenant. Et je suis avec Billy. Billy, c'est un concept assez original. La semelle est super épaisse. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur cette chaussure, s'il te plaît? Ouais, écoutez, c'est une fabrication artisanale. L'idée, c'était de faire des produits du quotidien qu'on puisse utiliser pour rider, sans avoir des chaussures forcément techniques. Et l'idée, c'était d'ajouter sur nos semelles en cuir, d'avoir le minimum syndical du grip. Donc on recycle des pneus pour faire nos patins. C'est une construction qu'on appelle cousu Goodyear, donc qui vient assembler la tige et la semelle par une double piqûre, ce qui fait que c'est solide, étanche et ressemblable à vie. Super, merci Billy. Bon, on va essayer une petite paire. Ouais, avec plaisir. Allez, super, merci. David, je continue ma balade aux Wheels and Waves et regarde-moi ça, le stand Motul. Alors, je suis avec Denise. Denise, je crois que tu es nouvelle chez Motul. Raconte-nous un peu, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais chez Motul? Bonjour, moi c'est Denise Ducot, ça fait 3 mois que je travaille chez Motul en tant que responsable de l'offre merchandising et lifestyle qu'on peut découvrir tout de suite après. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu. Du coup, ici on voit le t-shirt co-brandé avec Wheels and Waves pour cette année en édition limitée. Également, on a le sweatshirt et la casquette tout en haut. Et après, on vend également de la déco. Donc, on voit des planches de surf, Motul, Wheels and Waves également. Et si on continue un peu, on peut voir d'autres types de matériel qu'on vend. Également, on a un pichier vintage qu'on vend, des petits mugs, un très très beau sac en cuir. Que du beau matériel alors. T'es là jusqu'à dimanche? Exactement. Donc on va se recroiser? Oui. Allez, super, à plus tard. À plus tard. Merci Blandine. Et avant de retrouver la légende du trial Jean-Pierre Goy sur ce plateau, on va se diriger du côté de chez Tom Barrère. Tu connais Tom Barrère? Presque par cœur. Ouais. C'est qui? Ancien trialiste, trialiste en vélo et autres, et un funambule. Et un funambule exceptionnel. Et ambassadeur Suzuki. Ambassadeur Suzuki et même ambassadeur Motul avec une vraie philosophie très particulière. Ouais, et il donne des cours, il anime des stages. Enfin bon, parmi ses multiples talents, Tom Barrère fait aussi de la musique. On l'écoute.
sors de ton école de commerce, t'as déjà un crédit sur le dos. T'as fini tous tes semestres et maintenant tu payes tes impôts. Tu as trouvé un beau travail dans une concession automobile. Tu refourgues ta ferraille avec le plus d'options possibles de derrière ta cravate. Tu embobines et tu arnaques. Ce qui t'intéresse, c'est l'argent, l'efficacité et le rendement. Tu appliques ce qu'on t'a appris dans ton école réputée. Tu dis que si t'obéis, ben tu seras peut-être augmenté. Mais Vincent, t'as rien compris, c'est pas ça la vie. Et je suis sûr que ton univers vaut bien moins qu'un bon bol d'air. Hey! Tu as remboursé ton crédit, mais maintenant il y en a plein d'autres, celui de la maison et de l'Audi, pour bien se faire plaisir. Dans ce monde, tu t'es trouvé une petite femme qui a craqué sur ton costard, peut-être aussi un peu ton charme, mais encore ça reste à voir. Vous avez eu 2 enfants, un beau garçon et une petite fille, qui obéissent bien sagement, qui apprennent bien à lire. À chaque vacances, c'est les voyages aux 4 coins de la terre, mais bien sûr en oubliant les bidonvilles et la misère. Mais Vincent, t'as rien compris, c'est pas ça la vie. Et je suis sûr que ton univers vaut bien moins qu'un bon bol d'air. Hey! Nous sommes de retour sur le plateau de Power Sport News avec un invité exceptionnel, avec Jean-Pierre Goy. Salut Jean-Pierre. Oui, bonjour. Salut Pierre. On le connaît, Jean-Pierre Goy, Pascal. On le connaît d'où? Toi, tu le connais comment? Quelle est ta vision? On te dit Jean-Pierre Goy, tu te dis quoi? Je me dis un type qui prend des machines qui n'existent pas dans les situations dans lesquelles il les met. Voilà. C'est pas possible de mettre une moto Stock. d'un poids, d'une dimension là où il les met. C'est un cascadeur, Jean-Pierre Goy. Cascadeur, ancien trialiste, on va y revenir dans notre rétrospective. Mais le trial t'a mené haut, je pense, au-dessus des toits des immeubles de Bangkok, dans un James Bond notamment. Sans prendre la grosse tête à Los Angeles, quoi, à Hollywood. À Hollywood. Pour un Batman. Et je suis parti du chantier de la Syrie de mes parents dans les années 78. J'ai eu la chance... Un terrain de jeu, la Syrie familiale. Un terrain de jeu fabuleux, puisque j'avais même pas le permis et mes parents, c'était interdit de sortir du chantier, j'allais pas sur la route avec la triale. Donc je montais sur les palettes, sur les arbres et j'ai eu la chance d'avoir énormément d'équilibre à ma naissance. Et mon père m'a toujours fait travailler l'équilibre, à marcher sur un câble, à m'acheter une monoroue. Et la moto, ça a été une continuité logique, quoi. On peut considérer qu'il est équilibré, Jean-Pierre? Ouais. Un 4 devant, un 5 derrière. Quand tu dis tes parents, pourquoi tes parents, tu dis un monoroue? C'est pas banal, des parents, un monoroue. Surtout dans les années, tu vois, 75, 76, même avant. Tu allais voir le cirque et tu t'es dit, c'est j'adorais le cirque. J'adorais le cirque et on a fait un mélange un petit peu. On a eu la chance que mes parents m'aident. On parlait, tu vois, avec le pilote tout à l'heure, de l'aide des parents qui est vraiment très, très important jusqu'à un certain niveau. Mais il n'y avait pas des budgets comme maintenant. Et mes parents m'ont vraiment aidé. Et 3 ans après que je commence le trial, je suis pilote d'usine chez Fantic en Italie. Et c'était des vrais sponsors, c'était des vrais partenariats. Tu vois, moi, j'ai gagné ma vie tout de suite grâce à Fantic. Donc, tu as été pilote de trial. C'était la discipline. Tu étais inscrit dans le championnat de France, du monde? Alors, du monde, moi, bien sûr. Pas le championnat de France, ça ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, quand toi, on te présente pas comme trialiste, on te présente comme cascadeur davantage. Jean-Pierre Goy, simplement. Mais Jean-Pierre Goy. Jean-Pierre Goy. T'as pas besoin de dire plus. Jean-Pierre, même. JP même. À Los Angeles, il dit toujours JP. Alors, Los Angeles, tu t'es retrouvé... T'as commencé dans des productions françaises. Oui, des petits films. J'ai eu la chance de travailler une douzaine d'années avec Rémi Julienne et avec Michel Julienne, son fils. Fameux cascadeur aussi. Ouais, fameux cascadeur, beaucoup voitures. Et moi, j'étais là en moto, je suis arrivé, on s'est rencontrés en Allemagne sur un spectacle.
Et c'est parti tout de suite. On était sur le... Mais on n'avait pas de plan de carrière. Même Rémi Julien n'avait pas de plan de carrière comme maintenant. Est-ce que tes cascades, tu les réglais, comme on dit? C'est-à-dire, est-ce que tu les... Du moment qu'on me réglait, je les faisais. Ah, du moment qu'on te réglait, tu les réglais. On va la garder. Ouais. Non, mais oui, alors on les réglait comme un trialiste, comme un enduriste, comme un crossman. Tu vois, un crossman des sauts sur un terrain, il va pas prendre le mètre, c'est déjà comment dire, à l'expérience. Et les grosses cascades, le saut par-dessus l'hélicoptère du James Bond, Demain ne meurt jamais, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire que je commence. Ça a vraiment été fait. C'était pas du motion design hein, à l'époque. Hein. Je vais plus te parler, toi. Hein. Je vais plus te parler. Parle-moi français déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de triche, on va dire, avec les. Alors, on a toujours besoin de cascadeurs. Mais on a besoin du cascadeur. Mais tu vois, moi, ça fait depuis 2013-14 que j'ai arrêté les grosses productions. Je travaille pour des télés françaises, des grosses télés, mais françaises, parce que j'ai plus le temps avec Wunderlich, avec mon école, de partir 5-6 mois sur des tournages. Oui, Wunderlich, l'accessoiriste. Voilà, qu'on était allé il n'y a pas longtemps à l'usine. Et ce saut, j'ai vraiment voulu le faire en vrai. Tu vois, et quand je parlais de 2012, 13, 14, les derniers gros films que j'ai faits, les Jason Bourne, Captain America, tout ça, on commence à pas arrêter de te mettre des sécurités, à te pendre un petit peu de partout avec des câbles. Est-ce que c'est pas plus risqué quelque part, non? Non, parce que tu risques rien justement, tu vois. Mais tu risques pas de faire une belle cascade par contre. Et dans le James Bond, tu te jettes vraiment dans le vide. À combien de haut? Ah oui, là c'était 21 mètres de long, 16 mètres de haut. Il n'y a pas l'hélicoptère. T'atterris dans quoi, des cartons? Oui, cartons. Ouais. Bah oui, parce que j'atterris 4 mètres plus bas sur une terrasse qui doit s'effondrer, donc il fallait vraiment disparaître. Faut pas 1200C, là, hein. Un 1200C, tu as déjà roulé avec cet engin. Ouais, la BMW. Niveau amortisseur, la table est à peu près plus amortie, tu vois. Donc il fallait des cartons. Et je devais être justement pendu à un câble, etc. Et j'insistais pour faire un vrai saut, parce que toujours un peu à l'ancienne. J'ai dit, mais mes potes, quand ils vont voir, ou toi, tu vois, qui n'arrêtent pas de me critiquer d'ailleurs, t'allais voir. C'est vrai que s'il y avait eu un câble, ça n'aurait pas été pareil. T'allais voir le making-of, mais c'est pas le vrai saut. Dans mon panthéon. Moi, je suis un vrai, si tu veux, dans tout, dans ma vie, dans mon job, je suis un vrai. J'aime pas les trucs faux, quoi, tu vois. Et par contre, ne triche jamais. Demain ne meurt jamais, JP ne triche jamais. Voilà, et fin de l'émission, merci. À l'époque, quand tu commences, vous êtes une poignée d'hommes à être capable de faire ça. Actuellement aussi. Ouais, c'est toujours resté quand même. Peut-être même plus, si tu veux. Parce que maintenant, tu as tellement des niveaux qui sont super bas, mais qui pensent faire des trucs. Tu vois. Et après le sommet, tu vois, petit à petit, ça se resserre. Il y a des très très bons, bien sûr. Mais après, au cinéma, c'est pas comme sur un spectacle ou une cascade. Tu vois, Christian Bale avec Alain Prieur. Alain Prieur, c'était vraiment un gars qui était, parlant poliment, couillu, tu vois, qui faisait des trucs vraiment, tu vois. Moi, j'étais fan complètement d'Alain. Passer d'un avion à l'autre, c'est d'ailleurs son saut fatal. Et les sauts en moto qu'il a fait, c'était dur, c'était vraiment très très dur. Maintenant, c'est quand même différent. Et donc de faire une performance comme faisait Alain Prieur et travailler sur un film. Alain n'a jamais travaillé sur de films cinéma. Non, c'était des shows. C'était des shows, c'était des one-shots. Il y allait, ça passait pas. Et moi, j'ai travaillé souvent avec lui, mais j'avais presque plus peur que lui. Parce que les sauts au-dessus des bus. Tu savais que ça allait mal finir. D'un avion à l'autre, c'était dingue. Alain, il y allait, quoi. Ouais. Et travailler au cinéma, c'est complètement différent. C'est complètement différent. T'as presque pas le droit de tomber, il faut surtout pas renverser quelqu'un sur le plateau. Sur des Batman, on est 200, 250 personnes sur le plateau. Caméraman, il y en a partout, il y a un monde pas possible. Et c'est un travail de précision, plus que de cascadeur, de dire ouais, je vais faire un gros truc. Tu vois, à la limite, ils sont plus à réduire, à te calmer. Tu vois. Les gens que tu as côtoyés, les acteurs justement. Souvent, nous, quand on regarde la cascade, on regarde le film, la première chose qu'on se dit, c'est pas l'acteur qui fait ça. Alors, on avait Belmondo qui restait accroché, mais souvent, on se dit, oh, ils sont bons, bon acteurs, mais là, c'est certainement pas lui. Et là, pendant ces tournages, tu as des relations étroites, justement, avec l'acteur. Alors, soit l'acteur ne fait absolument rien, style Pierce Brosnan, qui lui,
tout de suite, il m'a mis en avant d'ailleurs, machin et tout. Et après, tu as des acteurs qui veulent participer. Donc, mon job aussi maintenant à la télévision, entre autres, c'est d'essayer de faire... les accompagner. Chez Rémi Rimmer sur le Jason Bourne, il roule énormément. Il a fait énormément de choses. Jeremy Renner, il lui est arrivé un accident grave d'ailleurs, oui. en déblayant la neige de chez lui. Ouais. Qu'il fasse gaffe. Oui. Et je lui ai dit. Tu lui as dit. Est-ce que tu connais, Jean-Pierre, un certain Roland Toutain? C'est notre réalisateur qui nous a soufflé ce nom. Cascadeur des années 30. Ça te dit quelque chose? Ouais, vraiment. Bien sûr. Ouais. Ah bah oui. T'as des inspirations comme ça? Ça m'arrive. Alors, on voit que là, tu nous dis que tu as quelques relations étroites avec l'acteur, mais on voit dans ta carrière, déjà dans ton propos, tu es quand même assez cash, tu es un homme libre, et t'es pas dans le showbiz. Ah non. C'est marrant parce que tu pourrais effectivement d'avoir, quand on voit le calendrier, la palette de films que tu as pu tourner, on peut se dire, tiens, il est marié avec une actrice. Oui. Et ça avec t'a pas... 2 actrices même. Mais c'est pas quelque chose qui t'a... Mais si tu veux, dans ma carrière, j'ai tellement vu de mecs prendre la grosse tête, tu vois, qui font 3 trucs. On parlait d'Alain Preyer, Rémi Julien, c'était pas des mecs qui avaient la grosse tête. Parce que je suis à l'ancienne, moi c'est comme ça. Bon après, c'est sûr, David me connaît bien, dès que je vais sortir du plateau, je suis horrible. Je suis pas sympa du tout. C'est vrai. Jette les cafés. C'est parce que je suis infernal. Là, il a le sourire. D'ailleurs, tu as un sourire. Il y a un sourire, Jean-Pierre Gouin, on est d'accord? Oui, il est déposé. Il est déposé. Il est déposé là, juste là. Jean-Pierre, pour revenir au trial, alors on quitte Hollywood, on vient au trial. Le trial aujourd'hui, toi, tu en penses quoi du trial aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble au trial que tu connaissais dans les années 80? Non, on y a amené, moi avec mon pilotage, j'ai amené un peu ce style. Il y a beaucoup de trialistes maintenant, alors que j'ai été très critiqué à une époque parce que je ne roulais pas normalement. Puisque déjà je faisais des sauts, je ne roulais pas les 2 roues par terre à faire des zones, bam. Alors, je suis super ami avec Charles Coutard, avec Thierry Michaud, avec tous les pilotes. C'est un peu comme quand Jérémy McGrath fait son knack, qu'est-ce qu'il fait quoi? Oui, voilà, tu vois, au début, il dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et il y a eu une période, où on m'a retiré ma licence, entre autres de moto, parce que je faisais trop du spectacle en course. Ça n'allait pas. Je parlais de Jérémy McGrath, c'était du freestyle, il s'amusait, il retirait le pied, ça faisait un knack, et il roulait vite. Mais on lui intimait de ne pas le faire. Voilà. Serge Nuc, au Tourist Trophy, premier et seul Tourist Trophy qu'il effectue, il avait un casque à plumes, il roulait pour Groland. Les organisateurs du Tourist Trophy lui ont dit, t'es gentil, mais c'est une course sérieuse. Voilà. Mais, donc toi, t'étais déjà dans ce côté un peu fun. Tu vois, on peut rouler vite, mais être cool, quoi. Enfin, détendu, tu vois, sans... Et alors, le trial t'amène à faire une fameuse cascade sur un pont, tu nous expliques? Ouais, ça c'était avec Rémi Julien, où Rémi cherchait des performances pour une télé américaine. Oui. Et il y avait un pont chez moi, enfin il y a toujours un pont, qui fait 26 mètres de haut. C'est quoi le nom? Pont de Loyette, ça s'appelle. C'est entre l'Isère et l'Ain, c'est vers chez moi. Et ça a marqué les esprits, ce que tu as fait là. Alors explique. C'est un pont qui est, je ne sais pas si on a des images là, mais c'est un pont qui est vraiment énorme sur le Rhône, qui est très très haut, très étroit. Et toi, je suis passé au arrière ou avant et tout, machin. C'est le pire cauchemar de absolument tout le monde. Oui, parce qu'en plus, le pont, si tu veux, avec le Rhône dessous, il avance. Puisque le Rhône, tu vois, quand tu le regardes, il avance. Parce que si tu tombes d'un côté, tu es dans le Rhône, mais si tu tombes de l'autre, Jean-Pierre... Et tu es sur le goudron à 16 mètres de haut. Tu n'avais pas de ficelle là? Non, il y avait mes parents qui étaient là, ça c'était génial, tu vois. Et parce qu'ils étaient toujours dans les bons coups. Ma mère freinait et mon père poussait un peu plus, tu vois. Et c'était une bonne Et donc bonne quand équilibre. il te voit tout en haut de l'arche, là, toi, t'as pas tremblé? Faut pas trembler. Non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on regarde les vidéos... Non, puis si tu veux, je faisais ça devant Rémi Julien aussi. Et pour moi, Rémi Julien, c'était vraiment... le cascadeur, le gars qui avait réussi. On parlait, tu vois, des émissions de Jacques Martin. Je suis passé Incroyable mais vrai après Rémi Julien. Et j'étais comme ça. Il y a eu une période, Jean-Pierre, où le trial, là aujourd'hui, c'est une discipline, je dirais, qui n'est pas mise en avant autant que d'autres dans le sport moto. Il y a une époque où le trial, c'était la discipline reine du sport moto. Angleterre, Espagne, France. International 6 Days of Trial, c'était l'événement mondial. Ah oui.
Mais Charles Coutard, qui est de Lyon, Charles Coutard, ça serait maintenant, mais ça serait une vedette énorme. Steve McQueen a participé aux ISDT. Trial aussi, il faisait du trial aussi. Il faisait du trial aussi. Et enduro, il roulait super bien. Un acteur de légende comme toi. Oui, bien sûr. Steve McQueen. Un peu moins, parce qu'il a sauté qu'un petit barbelé, alors que moi, je sautais un hélicoptère. Mais t'aurais rêvé de la faire, celle-là. Ah ouais. La grande évasion. Souvent, les spectacles qui ont été organisés, quand JCM, Joël Corroy Moto, de Vesoul, la Tour Eiffel, avec Charles, et Desquin, voilà. Ouais. Alors, je regarde petite info, ils ont essayé de le refaire cette année. Ah oui. Oui, mais la mairie de Paris n'a pas été d'accord, sauf si c'était en électrique. Mais Joël Corroy n'était pas d'accord pour transformer, pour rétrofiter sa JCM. Excuse-moi. Alors après, on te voit. Moi, j'observe les images. On te voit souvent avec un casque jet, et on te voit piloter des machines que David et moi, on peut même considérer en dehors de la route comme étant des camions du off-road. Oui. Donc, alors, nous, on aime bien le tout-terrain, mais on voit les images, c'est des machines qui sont énormes, qui sont hyper lourdes, et on a l'impression que c'est comme tu pilotes ça comme une moto de trial. Alors, pourquoi tu passes de moto de trial à des engins qui sont un peu camionnesques et t'en fais des motos légères? Ta question est très très importante parce que si tu veux, quand tu fais du trial, que tu arrives, j'ai fait énormément, on parlait avec Christian Bale, j'ai fait énormément de spectacles pour des supercross. Bercy, j'arrivais par les gradins, je sautais sur la piste, j'avais une toute petite planche, les Américains ils regardaient ça, ils disaient mais comment il fait pour passer là, tout et tout. Et j'ai toujours été, et après je faisais des grands prix, des boulders, toujours des spectacles, même à l'étranger et tout. J'ai fait, tu parlais de Daytona Beach tout à l'heure, machin. Je suis allé faire des spectacles là-bas et tout, mais avec la trial, tu étais le petit mec gentil. Si tu veux, c'est un peu le problème du trial. C'est que c'est une petite moto qui fait pas de bruit, qui va pas vite, et donc tu es catalogué. Tu vois, et moi, j'ai toujours voulu m'en sortir et de rouler avec des motos, des vraies motos, des grosses motos, tu vois. Et il y avait un crossman parce que mes parents étaient fans de motocross, ne faisaient pas de motocross, mais étaient fans de motocross, et aidaient déjà à l'époque, dans les années 50, un gars qui s'appelait Émile Delpupo, qui roulait en motocross dans la région, championnat de France, tout ça. Et moi, je voyais des photos noir et blanc, machin et tout. Et un jour, il est arrivé avec une RT chez moi, tu vois, dans les années BMW, 67, 6, 7, tu vois. Oxford, magnifique. Et ce logo, je ne sais pas ce que c'était, tu vois, et ce logo est resté. Et c'est pour ça que j'ai fait énormément de choses avec des BM, puisque ce n'était pas des motos, tu parlais de motos stock, c'était des BM stock, et importante, et on ne faisait pas déjà du stunt à l'époque de Richard Almet, qui faisait avec des Suzuki, tu vois, des sportifs déjà. Est-ce qu'il existe une école de stunt ou de cascade ou d'acrobatie? Alors, il y a des écoles de cascade, plus basées sur le cinéma ou la télé. Des fois, je fais des émissions avec l'ESEC à Lyon, qui est une école de vidéo, de cinéma. Avec le directeur, on fait pas mal d'émissions justement pour les jeunes, pour les former et tout. Et il y a des écoles, il y a des cascadeurs, il y a une école, je sais, sur Paris qui apprennent le métier. Qui apprennent aux jeunes. Oui. Parce que souvent, on voit des jeunes avec des motos de tout terrain dans la rue. Et effectivement, quelquefois, avec David et même d'autres gens, on se dit, ils sont quand même doués, ils sont quand même funambules, parce qu'ils arrivent à faire des choses. Exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de détection? Est-ce que tu n'irais pas traîner tes guêtres du côté de... Oui, loin, là. Oui. Il y a des petits talents qui auraient mieux à faire de leur talent. Mais ouais, c'est un peu trop anonyme. On ne sait pas qui c'est. Tu vois là, c'est vrai qu'on pourrait les mettre en avant. On a failli terminer, mais j'ai une petite question encore. Est-ce que les blessures ont perturbé ta carrière? La plus importante, c'est celle à mon cœur. Vous étiez blessé. Alors, non, mais il y en a eu. Non, mais bien sûr, c'est les plus difficiles, celles-ci. Voilà. Mais c'est pas ce que tu voulais dire. Alors, il y en a eu, mais par rapport à mon parcours, il n'y en a pas tant que ça. Merci à Jean-Pierre pour ta bonne humeur, pour ton sourire et pour ton talent. Et on t'envie tous ce talent. Dans la vie normale, je suis aussi comme ça. Il n'y a pas de problème. En dehors aussi. Merci Jean-Pierre. Merci Pascal pour ta présence et ta pertinence. Et nous, on va retourner, c'est l'été, on va retourner en vacances et on se retrouve au mois d'août pour une nouvelle émission Power Sport News. Salut à tous.